C'est un des métiers qui fait le plus rêver, et il y a moins de créateurs de parfums, puisque c'est de ça dont on parle, qu'il n'existe d'astronautes sur cette planète. C'est vous dire à quel point c'est compliqué, justement, de devenir créateur de parfums. On est avec un des noms les plus connus du marché français, si je puis dire. Elle est très discrète, elle parle rarement, et donc du coup, on est vraiment content d'entendre sa parole. Elle va nous raconter son combat pour arriver là où elle est, parce que ça s'est pas passé de manière simple, et en vrai, il faut combattre aussi tous les jours pour créer des parfums qui restent là, et là. Voilà pour le nouveau numéro des Inspirants, c'est parti. Bonjour Doria Bagriche. Bonjour François-Xavier. Tellement content de vous avoir ici pour évoquer ce métier dont certains disent qu'il est le plus glamour du monde. Merci. On va reprendre depuis le début. Parce que moi c'est vraiment important, je crois, de comprendre votre histoire pour savoir comment vous créez des parfums. Parfums que vous avez créés pour plein de marques illustres et aussi des maisons plus confidentielles qui font de la haute couture différemment pour un plus petit marché. Oui. Et ça aussi, ça montre à quel point le secteur il est très très changeant. Mais d'abord, on commence avec une enfance qui vous fait arriver d'Algérie en France dans les années 90. Oui. C'est la décennie noire, donc j'imagine que d'abord c'est très dur. Comment vous pouvez nous parler de cette enfance et de ce que vous quittez quand vous arrivez ici ? Oui, alors c'est vrai que... Je suis désolée de commencer par du difficile, mais c'est aussi votre histoire. Aujourd'hui, j'arrive plus à en parler qu'avant. J'ai quitté Alger, une ville que j'ai adorée, dans laquelle je suis née, où je suis née. Et je suis arrivée à Paris, j'avais 13 ans, en plein milieu d'année scolaire, parce que tout allait mal, très très mal, à Alger, quand j'ai malheureusement quitté ma ville natale. Donc effectivement, un manque de professeurs, et surtout le terrorisme tout simplement. La base, c'est-à-dire la sécurité, n'était plus là, la peur. Donc je suis arrivée dans un climat effectivement très difficile, très accueilli par la France. Je tiens quand même à le souligner, par un proviseur qui a dit à ma mère, alors qu'elle venait, on était toutes les deux, on a débarqué à 14h, je me souviens, en pleine semaine, un mois d'avril, ça ne voulait rien dire, ni début d'année, ni fin d'année. et le proviseur nous a regardés en disant, elle commence à 15h. Elle rejoint sa classe à 15h, Dora rejoint sa classe à 15h. Il était très touché de nous accueillir et très concerné par les événements en Algérie à ce moment-là. Donc je le salue. Et puis là a commencé mon imprégnation parisienne. Et j'étais à la fois très triste de quitter Alger, et à la fois je savais que je retrouvais une ville qui était la ville de cœur de mes parents, dans laquelle ils venaient tous les 2-3 mois remplir des valises entières de cassettes, à l'époque c'était des cassettes encore, de disques, de livres, et leurs valises étaient remplies de culture, je me souviens très très bien, et on les attendait à Alger comme les messies, et ils nous déballaient toute la une et toute l'actualité de la culture parisienne, et enfin j'allais pouvoir la vivre en live, et donc ça a été le début aussi d'une aventure autre, certainement plus culturelle, moins liée à mes émotions premières d'enfance, mes grands-mères, tout ce qui fait qu'on s'imprègne aussi de la Méditerranée. Mais voilà, je vivais autre chose. Et donc je comprends celle qui veut à l'époque devenir journaliste, liée à l'actu. Exactement. Je comprends aussi celle, parce que moi je vous connais un tout petit peu, qui adorait la littérature. Vous vous nourrissez de littérature, et je comprends pourquoi les valises qui arrivaient à Alger étaient remplies certainement de trésors en matière de romans. Il y a ensuite, il faut que vous nous expliquiez, il y a une école, à l'époque, quand vous avez tenté cette école, donc après le bac, qui est à l'époque donc la seule école pour, en quelque sorte, créer ce qu'on appelle les nés. Les nés, c'est ceux qui fabriquent les parfums, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Vous êtes des centaines et des centaines et des centaines à tenter le concours. Il y en a combien qui rentrent dans la promo ? Il y en a 20. 20 ? Racontez-moi l'examen. L'examen d'abord d'entrée. C'est à Arcueil, c'est ça ? Oui, c'est à Arcueil. Ça se passe comment ? C'était un concours à Arcueil. Les concours de fonctionnaires, on connaît, mais les concours pour devenir parfumeur, ça ressemble à quoi ? C'est ça. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de très intimiste, parce que c'est un métier qui n'est pas connu de beaucoup de monde. Et là, je me rends compte à quel point on est nombreux à vouloir accéder à ce métier, parce que le concours était à Arcueil, dans cette espèce d'immense salle
C'est la maison des examens, c'est ça? C'est la maison des examens. Enfin, on voit le truc, on a peur, on n'a même pas envie d'y aller. Moi, j'y suis allé une fois, ça m'a traumatisé. Exactement. J'y suis allée, j'ai eu très très peur. C'est un endroit où il y a plein de concours pour tous ceux qui tentent des écoles à Paris. Exactement. Ouais. Et c'est tellement grand qu'on a d'emblée l'impression qu'on ne sera pas dedans, qu'on va pas y arriver. Comme, à quel moment on fera partie des 10% ou des 5% choisis. C'est très impressionnant. C'est presque un peu décourageant, tellement c'est grand. Et l'examen, il ressemble à quoi? Alors l'examen, c'est très drôle parce qu'il y avait une épreuve de culture générale, il y avait une épreuve de chimie, une épreuve d'olfaction. Voilà, c'était très très drôle parce que à Arcueil, je me souviens de ce bâtiment très gris, très grand, les tables très uniformes. Et imaginez une CAF de 1985. Et là, on nous fait passer des touches de basilic, de cannelle, de poivre. Donc on était tous en train de sentir comme ça et il fallait reconnaître, je crois que c'était 10 ou 20 ingrédients. Et ça faisait partie des épreuves requises. Suite à ça, 40 prix à l'issue de l'écrit et 20 à l'issue d'un oral. Voilà, donc, qui vont donc rentrer dans l'école. Et alors, c'est là où c'est dingue. C'est-à-dire que c'est juste le début de la bataille. Ah oui. Parce qu'en fait, dans les faits, on se rend compte, dites-moi si je me trompe, que par promo, il y en a 2 qui vont devenir et qui vont pouvoir vivre de leur art, c'est-à-dire créer des parfums tout au long de leur carrière. Et encore, je suis peut-être un peu optimiste. Hein. Oui, ouais. Les statistiques, c'est ça. C'est 2 sur 20. Donc pas beaucoup. À ce moment-là, vous y croyez ou vous dites on verra ce qui se passe et je croise les doigts et basta? Honnêtement, à ce moment-là, j'entre déjà avec une grande détermination parce que je mets beaucoup d'espoir dans ce cursus, dans ce métier. Et je me dis, impossible que tu sois pas parmi... Tu dois être parmi les 2. S'il y en a 2, tu dois être parmi les 2. Donc c'est vrai que je me souviens être rentrée avec une grande détermination, mais la détermination n'est pas l'assurance qu'on va y arriver. On va parler de la création d'un parfum, mais d'abord... Moi, je voudrais la phase finale. Quand vous êtes sur le point d'avoir la bonne senteur, le bon flacon et tous les secrets qu'il peut y avoir à l'intérieur, est-ce que parfois il y a un bras de fer avec des grands groupes de cosmétiques qui représentent des milliards et des milliards? Et on sait que les parfums sont un des secteurs en plus grande croissance aujourd'hui dans le monde du luxe. Donc on sait et on comprend le poids énorme que c'est. Mais est-ce que parfois, il y a un face-à-face avec quelqu'un disant non, tu te trompes, c'est pas vers ça qu'il faut aller, c'est cette senteur-là, crois-moi, ça va le faire? Je crois qu'on est dans une ère très intéressante où même les grands groupes avec de gros risques ont compris, peut-être avec l'avènement de la parfumerie plus confidentielle, plus de niche, ont compris que la prise de risque, le plus grand risque, c'était justement de ne pas le prendre, de choisir le confort, de choisir la facilité. Et au contraire, les maisons qui ont choisi de lancer l'accord qui n'existe pas, gagne du terrain, gagne sur le long terme. Vous avez un exemple à nous donner d'accord que vous avez par exemple, je parle de Fame de Paco Rabanne, qui est maintenant à la maison Rabanne. J'avais proposé un accord mangue en sang. J'ai osé opposer le religieux et l'exotique. Exactement. Le religieux et l'exotique, la plus ancienne matière de la parfumerie, l'encens. Avec un fruit exotique tout à fait... Pas très liturgique, oui, pas disons-le. Très liturgique, un peu fun, un peu jeune. Donc, comment on peut faire cohabiter ces deux et aujourd'hui, la mangue est sur, j'allais dire, sur tous les nez. Mais ils ont été les premiers, ils ont osé ça. Et aujourd'hui, c'est une très grosse tendance. Et alors, ça, c'est dingue. Vous bossez comme un journaliste. Vous allez sur le terrain, vous bouffez de l'archive. Si je puis me permettre cette expression triviale, vous allez fouiller dans les livres d'histoire, vous rencontrez, vous avez besoin... Moi, je vais donner ce secret. Quand vous travaillez pour une maison, une illustre maison, vous avez besoin de savoir qui portait telle robe créée par tel créateur il y a 20, 30, 40, 50 ans, jusqu'à chercher l'identité de la mannequin qui portait la robe. Bref, c'est un travail d'investigation. C'est vrai. Vous pouvez me donner, l'investigation la plus impressionnante que vous ayez eu à faire. Pour quelle marque et comment ça s'est passé? Alors, oui, c'est vrai. D'abord, c'est très juste. Je vais très loin dans l'histoire de la marque. J'ai eu un brief Balenciaga il n'y a pas longtemps. Malheureusement, je l'ai perdu parce que je perds aussi beaucoup de mes projets. Mais je suis allée jusqu'à Guétaria, je suis allée au Pays Basque. C'est vrai, je me déplace même physiquement. Parfois, c'est
c'est des voyages. Alors pourquoi Guétaria, peu dans le cas présent? Parce que Cristobal Balenciaga est né à Guétaria, qui a le musée que personne connaît, mais c'est paumé. Hein. Franchement, déjà, je pense que personne ne connaît Guétaria. Et typiquement, je me suis visionné la série. Ensuite, je suis allée à Guétaria. Ensuite, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur Cristobal Balenciaga. Voilà, et j'essaie de faire en sorte... par exemple, j'ai appris, je sais plus au détour de quelle phrase, parce que effectivement, quand je vais un peu loin dans l'investigation, ce qui est génial, c'est que je sais que je vais avoir l'idée que personne va avoir. Parce que quand on lit que Cristobal Balenciaga ou celui qui à l'époque était le créateur de Balenciaga, Demna, adore les grandes forêts de Géorgie, par exemple, et que j'arrive avec l'ingrédient qui lie la Géorgie et le Pays Basque. Et que vous êtes allé chercher en Géorgie? Non, quand même pas. Mais vous allez partout déjà. Mais je cherche dans ma palette ce qui peut lier, par exemple, la Géorgie au Pays Basque. Et donc, je sais... Non seulement je suis passionnée par l'histoire des marques et l'histoire des créateurs, parce que je trouve que c'est quand même passionnant. Mais les matières aussi. Mais les matières, voilà. En fait, je lis ensuite mon histoire à moi, puisque je dois m'approprier cette histoire, pas seulement la digérer. Et ensuite, revenir avec des matières premières, des histoires olfactives qui vont finalement traduire, ou en tout cas, illustrer ce que j'ai compris de cette histoire et ce qui m'a passionnée de cette histoire. Donc forcément, on arrive, quand on fait ça, avec une force de frappe, j'allais dire, beaucoup plus grande que quand on a survolé un brief et une marque. Votre nez, en fait, en vrai de vrai. Depuis toute petite, tout le monde saluait votre capacité à reconnaître plein d'odeurs, ou c'est arrivé au fur et à mesure? Moi, j'ai toujours entendu dire que quand on était né, c'est qu'en fait, la grâce vous était tombée dessus. Je reviens sur le mot grâce. Mais alors, de toute petite, on saluait ma curiosité. Je crois qu'on n'avait pas repéré encore mon... Non, mais moi aussi j'étais curieux, j'ai jamais créé de parfum. c'est vrai, mais bon, c'est une faculté qui m'aide beaucoup. Ma sensibilité, assez sensible aux choses, aux gens. Je pouvais fixer une scène, une fleur, quelque chose pendant des heures, ça on me l'a dit. Ah oui, d'accord. Ça on me l'a dit. J'ai des photos où je suis toute petite en train de plonger mon nez dans des choses, dans des cafés, dans des tasses, je sais pas, c'est marrant parce que mon fils fait exactement la même chose. Et donc on saluait ça. Après, j'avoue, même dans ma famille, personne, tout le monde est très étonné, mais dans le bon sens, de la carrière que je fais. Parce que non, personne n'aurait pu parier sur cette carrière. Il faut des compétences chimiques importantes ou pas tant que ça? En chimie? Oui. J'allais dire, c'est bien d'en avoir, mais c'est pas absolument nécessaire. Parce qu'on imagine que la conception d'un parfum se fait de manière un petit peu romanesque, dans des endroits tous flamboyants, mais il y a aussi une partie en laboratoire, et là vous avez des blouses blanches avec des protections au niveau des yeux, ça ressemble à quoi concrètement? Alors ça, les protections au niveau des yeux, c'est pour les assistants, on appelle les assistants parfumeurs, qui sont celles et ceux qui pèsent nos formules. Donc, et là, on rentre dans les secrets les plus... Oui, on rentre dans le goutte à goutte qui fait qu'un parfum va être différent d'un autre. C'est des secrets industriels. Oui, c'est des secrets industriels. C'est vrai que nos formules sont protégées, sont secrètes, sont personnelles, même si on les crée avec des grands groupes. Mais le laboratoire est l'endroit où on manipule. Donc moi j'aime bien cet endroit parce que c'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas qu'on oublie, même si en tant que créatrice je suis dans les aéroports et je crée sur mon ordinateur et on a l'impression que je travaille chez Google. En vrai, il faut en avoir sur les mains de temps en temps. Et donc de temps en temps j'adore retourner au labo, presque peser avec mon assistante qui a du benjoin sur les mains. Et on n'oublie pas que le benjoin, c'est une résine, que c'est physique, que ça a des propriétés. Là interviennent un peu la chimie. Chaque matière a une propriété physico-chimique, un point de fusion, un point d'évaporation. Donc ça fait partie du parfum, ces phénomènes physico-chimiques. Donc oui, il faut y être un peu sensibilisé. Mais avant tout, il faut acquérir un savoir-faire. Le savoir-faire, c'est pas uniquement les connaissances chimiques, c'est aussi aller voir les producteurs distiller
nos matières premières, aller voir les conditions d'extraction, se familiariser avec toutes les innovations, les nouvelles techniques qui nous permettent d'avoir des ingrédients différents, même si la matière première est la même. Aujourd'hui, on a différents jasmins, parce qu'un jasmin est extrait au CO2, un jasmin est extrait avec de l'air uniquement, un jasmin au micro-ondes. Donc tout ça, c'est un savoir-faire. J'ai un petit... c'est une surprise, c'est un petit test. Ah, on y va. Dans cette petite boîte, oui. J'ai une senteur. Je cache bien parce que j'insiste, tout ça se passe vraiment sans qu'il y ait aucun trucage d'aucune sorte. C'est hyper dur en plus ce que je vais vous demander parce que moi j'ai eu connaissance de ça il y a quelques mois. Ah ouais, d'accord. Je suis pas sympa, mais... Non, mais je me suis curieuse. Allez-y, donc je penche la boîte sous votre nez. Ah, ça sent très... C'est une épice. Bravo déjà. Alors c'est très très bon. C'est une épice très fraîche. Alors est-ce que je peux... Je regarde pas. Vous regardez pas. De toute façon, il n'y a pas de nom dessus. Donc, bon bah voilà, alors c'est... Moi, je vais décrire ce que vous faites pendant ce temps-là pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas par vidéo. Il y a une concentration assez dingue. C'est une épice très citronnée, c'est délicieux. Bravo. Déjà, je le décris à ceux qui nous écoutent. Ouais. Ça ressemble à une sorte de citronnelle. C'est pas du kaffir. Parce que non, mais ça se rapproche parfaitement de ça. Ouais, ça se mais rapproche d'où, à du votre kaffir. avis? Je suis méchant de poser la question parce que c'est très dur. D'où, c'est-à-dire? D'où est-ce qu'elle peut venir, cette épice? Elle vient d'Asie. Bah, pourquoi vous dites ça? C'est pas évident. Et vous avez raison, elle vient d'Asie, elle vient du Japon. Ouais, elle vient Comment du vous avez Japon, deviné que ça venait d'Asie? Ah, parce que ça ressemble presque à un poivre. C'est pas du poivre... Si, c'est le poivre citronné. Oui, c'est le poivre citronné, voilà, exactement. Vous arrivez à un truc... Shiso, non, c'est le si, poivre... c'est le shiso, ça y est, j'y suis. C'est le poivre shiso? Ouais. Bah, donc, je sais pas comment vous arrivez à faire mais ça. Mais c'est délicieux. Sur ce talent de nez, justement, est-ce que ça se travaille? Comme on pourrait travailler des muscles quand on est dans une salle de musculation, comme on pourrait travailler des textes quand on est auteur. Ouais. Je crois pas aux gens qui ne... Je crois pas tellement au non-travail. Je crois pas aux gens qui travaillent pas. On a beau avoir le plus grand talent du monde. D'abord, c'est tellement un plaisir de travailler une matière qui nous passionne. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la passion, mais il y a travailler cette passion. Donc moi, je trouve ça assez fabuleux. Et oui, les parfumeurs, je trouve qu'on est un peu comme des sportifs. C'est un peu un travail de grands sportifs. D'abord parce qu'il faut avoir le bon esprit, savoir perdre, savoir gagner. Ensuite parce que tous les jours, il faut savoir s'entraîner un petit peu. Moi, je sens en général entre 10 et 20 matières premières brutes par jour à l'aveugle. Parce que je suis pas à l'abri d'en oublier. Et puis surtout, ce qui est génial quand on travaille comme ça, c'est que même si je pense les connaître, l'aveugle fait que je redécouvre des facettes. Redécouvrir des facettes, c'est avoir de nouvelles idées. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux de travailler. Travailler, c'est aller à la recherche de ce qui n'existe pas, de l'idée qui va faire mouche. Et voilà, ça va de pair avec la passion, bien sûr, parce que plus on est passionné, plus on travaille. Mais oui, il faut beaucoup de travail. Si Roland Barthes est encore avec nous, il dirait certainement que les senteurs de parfum par décennie traduisent les époques dans lesquelles on est. C'est beau. Est-ce que, aujourd'hui, vous pourriez nous dire ce qui a résumé, c'est dur ce que je vous demande, allez, une odeur, qui résumerait les années 2000, 2010, puis 2020? Ah, c'est une bonne question. Si on regarde sur ces 25 dernières années. Oui. 2000, 2010 et 2020. Ouais, les années 2000, 2010 et 2020. Je crois que les années 2000 étaient des années où on aimait le clean, on aimait le propre. Ce sont des senteurs de propre, de mer, de l'Odyssée. Je crois qu'on avait très envie dans les années 2000 presque comme d'un renouveau, d'une page blanche et claire, je dirais ça. En 2010, on a eu envie d'un peu plus d'opulence. 2010, je me souviens, je démarrais en 2010, je venais de rentrer à Paris, je venais d'être parfumeur. C'est l'année d'ailleurs de ma nomination de parfumeur. Et là, j'ai travaillé beaucoup sur des projets beaucoup plus exotiques. En tout cas, à Paris, on avait une envie de fleurs, de tiarés, c'était l'époque de Kenzo Amour, un peu avant. Vous avez travaillé avec Kenzo, vous l'avez rencontré. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Kenzo.
Mais Kenzo Amour est d'une autre parfumeur, Daphné Buget. Et moi, j'avais travaillé à l'époque, j'avais gagné mon premier grand parfum avec un tiare pour Versace, Vanitas. Et je me souviens, on nous demandait, c'était aussi l'époque de Chloé. C'était une époque assez florale. On était dans les fleurs exotiques, dans les fleurs... voilà, beaucoup de féminité en 2010. 2020, alors là, on est beaucoup dans le gourmand. On est beaucoup dans le gourmand. On est beaucoup dans la gourmandise. Rarement ce qualificatif qui traduit l'époque dans laquelle on est. Du coup, ça nous fait plaisir d'entendre ça. Ouais. Gourmand, c'est-à-dire dans le retour du sucré ? Oui, le retour du sucré, le gustatif. On y est depuis quelques temps maintenant. Et oui, il y a une boulimie de notes. C'est comme si peut-être que le sucré est un antidépresseur, très certainement. Et honnêtement, plus l'époque est grise et sombre, et plus les parfums sucrent. Je sais pas, c'est peut-être à méditer. J'aimerais bien que quelqu'un nous fasse le lien, mais alors là, on est vraiment dans la profusion de sucre, quoi. De fruits, de gourmandises. Je regarde sur la table du salon, on est chez vous, et vous avez eu la gentillesse de nous sortir un livre que vous aviez écrit qui s'appelle Le goût des senteurs au Mercure de France. Il y en a un autre maintenant qui s'appelle Le goût du luxe, oui. C'est ça ? Ceux qui nous écoutent vont pouvoir le trouver très facilement en librairie. Absolument. Le goût des senteurs, tenez, je vous le donne, c'est le vôtre après merci. Tout. À l'intérieur, est-ce qu'il y a, parce qu'on y trouve une foultitude de références littéraires qui sont liées donc à la notion de senteur, est-ce qu'il y a un auteur qui a plus qu'un autre bien écrit sur les senteurs ? Peut-être, donnez-nous un passage qui vous retournerait le cerveau, si je puis dire, ou un auteur, du moins, qu'on pourrait lire ensuite. Merci de me demander ça. Alors, j'ai sélectionné ces 30 auteurs parce que je trouvais qu'ils ont tous très bien écrit sur les odeurs. Alors, bien sûr, il y a Proust, qu'on connaît, et qui est forcément... l'auteur des souvenirs olfactifs. Bon, il y a cette citation de Gaston Bachelard que je trouve superbe. L'odeur dans l'enfance, dans une vie, et si l'on ose dire, un détail immense. Je n'arrive plus à parler après cette phrase parce que c'est tellement ça. Le détail immense qu'est un parfum, une odeur. Tout est dit, parce qu'on a tellement l'impression... Et justement, ce livre a été fait pour ça. Après le Covid, il a été écrit pendant le Covid, où tout le monde perdait l'odorat. Et justement, les gens se sont réveillés sur le fait que sentir n'était pas un détail, que c'était pas non plus un défaut, bien au contraire. Que c'était immense d'avoir cette capacité à sentir les choses de la vie, et aussi... les parfums qu'on porte tous les jours, donc ça... Et le plus beau détail, du coup, de votre enfance, en matière olfactive ? C'est vraisemblablement la fleur d'oranger. J'ai un peu le même souvenir que... C'est Gisèle Halimi qui disait ça dans son livre Le lait de l'oranger. C'est un de ses premiers romans, je crois. Et j'aime beaucoup Gisèle Halimi, où elle raconte une enfance baignée dans la fleur d'oranger à travers les tétines. On lui donnait des tétines de fleur d'oranger. J'ai vécu exactement la même chose. On me berçait à la fleur d'oranger. J'ai sorti une petite cloche. Elle est un peu fatiguée, elle fait moins de bruit que d'habitude. Je vais prononcer quelques phrases qui peuvent ressembler à des clichés, à des lieux communs, à des phrases qui ne sont pas toujours remplies de sens dans le monde du parfum. Bref, c'est des choses qu'on croit savoir et qui sont peut-être fausses. Dès que je dis une bêtise, et en vrai il va y en avoir beaucoup, vous appuyez sur cette cloche. Il y a les parfums 100% naturels, et c'est les gentils, puis il y a les parfums qui viennent du synthétique, et eux, c'est vraiment les méchants. J'appuie 2 fois. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'affrontement que les gens ont tendance à faire entre le naturel et le synthétique est un faux combat, une fausse opposition. Vous dites pas ça pour défendre l'industrie non, pas du du luxe. Tout. Non, non, je dis ça pour défendre la planète. Bien au contraire. C'est contre-intuitif, là. Ouais, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai. En fait, on a évidemment, et heureusement, depuis un certain nombre d'années, une réflexion sur l'éco-responsabilité de nos formules et des ingrédients qu'on utilise.
Il s'avère que il y a des bons et des mauvais candidats parmi les naturels, et des bons et des mauvais candidats parmi les synthétiques. Donc il n'y a pas d'opposition entre naturel et synthétique quand on veut être justement éco-responsable et penser à la santé et à la non-toxicité ou nocivité des ingrédients qu'on utilise. Il faut simplement se poser la question de savoir quels sont les naturels qui nous permettent d'utiliser le moins d'eau, qui font en sorte qu'on paye les gens convenablement, que le travail est éthique et respectueux. Quelles sont les matières synthétiques qui sont par exemple 100% biodégradables, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'utiliser les synthétiques qui le sont absolument pas. Juste pour que je comprenne, vous parliez de l'eau. L'eau, c'est celle qu'on peut inclure dans les parfums pour qu'il y ait ensuite cet équilibre parfait, ou c'est l'eau qui va servir pour les ingrédients? Oui, l'eau qui va servir à extraire les ingrédients. D'accord, donc on est rassuré de savoir qu'on ne paye pas non. des flacons avec de l'eau seulement à l'intérieur. On est bien d'accord. Non, vous payez un savoir-faire, vous payez des ingrédients. Mais justement, le savoir-faire. Alors, moi j'ai téléphone portable, j'ai regardé par curiosité, je suis allé voir les mots-clés parfums sur les réseaux sociaux. Alors, waouh! C'est-à-dire qu'en fait, chacun sa petite boutique, quoi. Ma petite entreprise où je fabrique des parfums à la maison et c'est super et c'est génial. Ah oui. Et je vais vous dire ça, en fait. Ça sert à rien de faire une école où vous êtes deux. Ah, oui, d'accord, ok. Donc, non, c'est pas bien de faire des parfums chez soi. non, c'est pas que c'est pas bien, il n'y a pas d'interdit. Évidemment, c'est vrai que le do-it-yourself a été une grosse tendance. Honnêtement, c'est vrai, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ou ailleurs des gens qui... Ou même, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une société de formation qui a un labo et qui me confiait recevoir un nombre invraisemblable de gens qui viennent peser leurs formules, créer leur boutique, leurs parfums, etc. Avec ce que ça peut avoir de dangereux parfois pour la peau? Honnêtement, moi je trouve, avec ce que ça peut avoir, de dangereux, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, c'est un risque. Et aussi, il faut rappeler que ce métier, quand même, est un métier sérieux, c'est un métier de savoir-faire. Avant de maîtriser un accord violette, il faut, 200 essais et 200 accords pour pouvoir prétendre un petit peu connaître la violette. Ah bah oui, alors un bon parfum, c'est un parfum qui va tenir toute la journée, sinon ça sert à rien de l'acheter. Non mais, François-Xavier, est-ce que les clichés, là, c'est une succession? Non, pas du tout. Là, vous parlez de la ténacité. Alors oui, quand même, je comprends des gens qui ont... Les consommateurs ont envie de en avoir pour leur argent. Et puis c'est naturel. Plus on aime quelque chose, et plus on a envie que cette chose reste et ne nous quitte pas. C'est le cas. Donc c'est très naturel et c'est très bien. Cela dit, il ne suffit pas d'être un parfum puissant et durer longtemps pour être un bon parfum, à mon avis. Je donne l'exemple d'une image. Il ne suffit pas de regarder une image longtemps pour qu'elle soit belle. On peut aussi avoir la chance, furtivement, d'avoir une image plus éphémère, qui dure un peu moins longtemps, d'avoir la chance de la regarder, et que cette image nous touche beaucoup plus profondément que celle qui est permanente, ultra permanente, je dirais. Donc, pas oublier que le parfum, c'est l'art de l'éphémère. Oui, un parfum doit avoir une ténacité correcte. Je comprends très très bien cette envie de puissance et de ténacité. Mais je crois qu'il faut aussi revenir à l'esthétique, revenir à d'autres facultés, pouvoirs qu'a le parfum. Pas seulement de diffuser longtemps et partout, mais surtout de parler à l'âme, en fait. Des parfums plus intimistes, qui nous parlent, qui même nous inspirent au quotidien. Je crois que la valeur est là aussi. Quel endroit vous êtes la plus heureuse? Dans quel endroit? Dans quel endroit, physiquement? Je parle d'odeur, hein. L'endroit qui vous enivre le plus. Oh. Le bord de mer, c'est sûr. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai pas beaucoup créé de parfums marins. Mais l'odeur de la mer me ressource plus que tout. C'est certain. Dans mon jardin à Alger, il y a un citronnier, des fleurs de citronnier aussi. C'est absolument fabuleux.
D'ailleurs, je reviens à Gisèle Halimi, qui dit dans son livre, c'est incroyable, parce qu'il y a beaucoup de... qui parle, il y a un passage merveilleux, je regrette de ne pas l'avoir mis dans le goût des senteurs, où elle parle des feuilles froissées du citronnier. Et son père lui mettait ça presque de force dans la main, en lui disant « Sens ça, mais tu dois sentir ça, sinon, limite, tu ne pourras pas vivre. » Il y avait une urgence. Il y avait une urgence, il faut que tu sentes ça. Et elle en a gardé une force incroyable. Et j'ai ce même souvenir aussi avec la feuille et la fleur de citronnier. Il y a une odeur qui vous fait pleurer? Ah, oui. Oui, le géranium. Parce que c'était l'odeur préférée de mon père. Et que forcément... alors, quand il était malade, il est hélas mort d'un cancer. Et en soins palliatifs, une seule chose le faisait réagir. Et lui faisait plaisir, parce que je le savais. C'était que je lui apportais du géranium de mon labo, et je le mettais sous son oreiller, de l'extrait géranium. Et c'était la seule chose qui le faisait sourire. Donc oui, c'est une odeur qui me fait pleurer. Une odeur que vous supportez pas? Une odeur que je supporte pas, celle de l'andouillette. Je suis breton, j'ai vraiment bien le prendre, merci. Mais je ne peux pas, c'est-à-dire que quand on sert dans un restaurant, même si la table est à l'autre bout, je pars du restaurant. Vous avez des petits problèmes avec les Bretons. Ok. Je sais, bien. Pourtant j'adore les Bretons. Je viens de passer du temps à Perros-Guirec, je vous adore les Bretons. On arrive à la fin de cet échange, et forcément, le podcast s'appelle Inspirant. Il y a plein de personnes qui vous écoutent ou qui vous regardent aujourd'hui, qui se disent « mais moi aussi, je veux faire ce travail exceptionnel dans ce que ça a de pouvoir, de création, d'influencer cette industrie du luxe, créer à partir de rien des odeurs, c'est quand même incroyable. » Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont 18, 20, 25 ans, qui se disent « j'arriverai jamais, c'est impossible ». Jamais dire jamais. Jamais. Il faut vraiment tenir à ses rêves. Je crois que... Et d'autant plus ceux et celles qui veulent créer. Je crois que c'est Camus qui disait ça, créer, c'est vivre deux fois. Il faut absolument tenir bon, beaucoup travailler, le faire avec sincérité. Mon père me disait toujours ça, entre deux chemins, méfie-toi surtout du chemin facile. Ça m'a toujours marqué, et du coup il faut pas avoir peur de la difficulté, des embûches, voilà, de tout ce qui peut nous faire renoncer. Je crois qu'il faut vraiment croire en ses rêves, je crois qu'il faut prendre des risques aussi, et justement dans cette ère où les réseaux sociaux, les informations nous arrivent, nous submergent, nous inondent et presque nous étouffent, prendre du recul, se couper un peu de ça, je crois que c'est très important. Là, je viens de perdre mon téléphone, j'ai passé 10 jours sans réseaux sociaux. Je vous assure que je pensais que c'était un enfer. Ça a été, au final, au bout de quelques jours, un paradis retrouvé. Donc vraiment, j'invite... Vous dites ça, moi pendant 10 jours, j'ai pas eu de nouvelles de vous, je me suis dit merde, c'est ce qu'on va réussir à faire ce podcast. Je me suis dit que ça y est, c'était fichu, on pouvait plus se voir. Mais non, je crois que c'est vraiment important. Et de lire, je donnerai ce conseil aussi, toujours. Lire, ça a été le meilleur conseil que j'ai reçu. Parce que quand on lit... j'allais vous demander le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné. Lire, et vraiment, il faut que la nouvelle génération se remette à lire. Parce que lire, c'est au final une machine qui nous permet de sortir un document, qui après nous donne du sens, versus scroller son téléphone, il n'y a rien comme document qui sort derrière. Il n'y a rien. Le sens n'existe plus. Donc retourner vers la lecture, je crois que c'est super important. Et être déterminé. Je crois que déterminé dans le bon sens, c'est-à-dire croire en ses rêves, ne pas se laisser influencer par... Et impressionner, notamment dans cet univers. Notamment dans cet univers, notamment quand, effectivement, on reparlait des femmes sans compter le pouvoir de l'argent aussi en face, qui peut être, j'imagine, je ne peux que l'imaginer, effrayant, ou en tout cas intimidant. Exactement. Je voudrais aussi dire que moi, quand j'ai voulu faire ce métier, j'avais aucune idée de l'argent qu'on pouvait gagner, par exemple, en faisant ce métier. J'avais absolument aucune idée.
mais c'était la dernière chose qui m'intéressait. Et au final, je crois aussi que la sincérité, la passion et le travail amènent finalement cette partie-là aussi. Mais surtout pas commencer par là. Comme une récompense et pas un objectif. Exactement. Ouais. Je termine avec cette question, mais je crois que vous avez déjà un petit peu répondu quand même. Mais quelle est la personne qui vous a le plus inspiré ? Le parcours, par exemple, de Gisèle Halimi m'a beaucoup inspiré. Ma mère continue de m'inspirer énormément. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Elle a 84 ans. Elle est en train de marcher en Jordanie, à l'heure où je vous parle. Avec une curiosité et un appétit pour le monde, à son âge, qui m'inspire. C'est certain. Merci beaucoup. Merci Dora, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et je prends soin de préciser, donc vous qui nous regardez et qui nous écoutez, que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de TF1 Info, ça s'appelle TF1 Info, et vous pouvez aussi écouter tous ces podcasts et les regarder sur la plateforme TF1+. Il y a 35 millions de personnes qui font ça chaque mois, donc vraiment allez-y sur TF1+. Et pour le reste, ça c'est peut-être le plus important, au-delà du combat pour avoir des super parfums autour de soi, il y a aussi l'idée de liker ce que vous venez d'entendre et de voir, de le reposter. Pourquoi ? Parce que plus on aura de personnes inspirantes sur les réseaux, sur la toile, peut-être mieux on ira. À très vite pour un nouvel épisode.